Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui c'est un live très spécial parce que on va discuter du chapitre 1138. On va d'abord le react comme d'habitude, on va lire, décortiquer en détail et à la fin du chapitre on va faire des théories, mais surtout se concentrer sur cette fameuse fresque parce que voilà, j'ai énormément de choses à dire. J'attendais de voir un petit peu que ça représentait et du coup je vous dirai tout ça en détail parce qu'il y a trop d'informations. C'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de me concentrer là-dessus. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Juste avant comme d'habitude, petite auto-promo les gars, on va commencer par tout simplement à follow, à liker, à commenter les gars s'il vous plaît, parce que voilà, ça aide énormément la chaîne, ça participe au développement, ça aide dans l'algorithme et le référencement, donc voilà, ça récompense surtout tous les efforts que je fais ces derniers jours, hein. Là ça va faire 3 jours d'affilée, parce que le chapitre est sorti un jour avant, parce que il y a eu un sondage sur Twitter, et il disait justement, est-ce que vous préférez avoir un chapitre de moins bonne qualité, mais maintenant, ou demain avec des pages de meilleure qualité, et tout le monde a répondu, moins bonne qualité, donc voilà, enfin, j'étais à 57%, quelque chose comme ça, donc on a eu le chapitre en avance. Donc voilà, et du coup, vu qu'on a 3 jours de suite où on étudie le chapitre, et forcément, ça demande énormément de temps de montage. Voilà, la vidéo d'hier et la vidéo d'avant-hier, je vous les conseille vraiment, parce que j'ai vraiment tout détaillé. Il y a tellement eu d'informations que les vidéos se ressemblent pas du tout, même s'il y a quelques théories qui reviennent. Mais franchement, n'hésitez pas à aller les regarder, parce que voilà, pour bien comprendre celle-là, je pense que c'est, entre guillemets, essentiel. Ensuite, vous avez le Discord, c'est là où on se réunit, c'est là où je publie les spoils, je publie tout en fait sur le Discord. Et sur le Twitter, c'est là où je les publie en premier, parce que voilà, c'est les premières fraîcheurs, c'est l'actu, c'est le contenu en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, parce que voilà, il y a tout en détail. Donc voilà, intro un peu plus longue que d'habitude, mais bon, c'était nécessaire à mon sens. Donc j'espère que vous êtes bien prêts. Préparez-vous pour ces chapitres légendaires qui sera sûrement un grand tournant dans l'histoire de One Piece. Écoutez, c'est parti pour la react au chapitre 1138, donc je pense que vous allez comprendre très très vite ce qu'il en découle, parce que voilà, c'est un chapitre colossal. Let's go. Chapitre 1138, Allez. Donc voilà, ils ont choisi d'appeler ça Allez, donc c'est peut-être parce qu'il y a une signification, mais au niveau des kanji, comme on l'avait dit, ça veut dire texte sacré. Ensuite, on voit tout simplement Who's Who, qui est tout simplement entouré donc de quelques geishas qui sont aux ordres de Who's Who, donc voilà, ils ont le même masque et tout. Voilà, est-ce que c'est les geishas qui faisaient partie entre guillemets de l'équipage de Kaido? Très probablement, mais ce qui est sûr c'est que il a l'air en pleine forme et il est gigantesque. On se rendait pas trop compte de sa taille avant. Je pense qu'il tient dans sa main potentiellement le sabre qui a été dérobé à Yamato, mais ça reste à confirmer. Pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 24e épisode, c'était la planque de Who's Who, donc voilà, ça veut dire qu'il y a encore des ennemis qui viennent d'Onigashima qui sont encore présents sur l'île. Ça montre que il suffit pas de battre Kaido pour se débarrasser complètement des ennemis, et pour moi, pour l'instant, c'est bel et bien des ennemis. Donc let's go, on continue, c'est parti. Première page de chapitre, on arrive avec Loki. Petit message de l'éditeur, Loki résiste au chevalier divin, mais... Et du coup, on voit Loki qui est du coup essoufflé. Tu lui ressembles beaucoup trop, t'as forcément un lien avec le roux. Donc ça, c'est étrange, parce que comme j'ai déjà dit, il a toujours les yeux bandés. Loki qui parle de Shanks le roux et qui lui dit qu'il lui ressemble trop. On a aussi du coup Shamrock qui ne réagit pas, et Gunko qui dit tu devrais te taire, t'as pas besoin de savoir ça. Du coup, c'est Gunko qui s'adresse à Loki directement. Vraiment Gunko bien vénère, hein. bien vénère. Hein. On continue les gars. Alors Loki qui a bel et bien les yeux bandés, là on arrive à le voir correctement, et du coup il arrive à le reconnaître, soit à la force de ses coups, soit de par le haki. Je pense que moi c'est son haki de perception qui lui a permis de voir sa silhouette, et sa silhouette est pour moi très ressemblante. Ça montre aussi la perfection entre guillemets qu'il a de son haki de l'observation, et je pense que c'est un petit foreshadowing, on verra un petit peu en détail plus tard, mais ce qui est sûr c'est qu'il l'a bel et bien reconnu sans utiliser sa vision. Un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés. Pourtant, vous avez le même visage. C'est étrange, tu ne trouves pas? Et du coup, là, on arrive à voir un petit peu l'arbre gigantesque auquel Loki est attaché. Voilà, ça c'est ouf. Ouais, ça a vraiment l'air d'être l'arbre d'Adam. Et c'est vraiment magnifique dans le sens où on a vraiment des détails de la scène qu'on comprenait difficilement au premier abord. Et là, on voit clairement à quoi ça peut ressembler. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le bas de l'arbre ressemble pas du tout à un tronc d'arbre vers le bas, tu vois. D'habitude, ça s'élargit, il y a les racines, etc., etc. Même si on en voit une, on a l'impression que l'arbre descend encore plus bas, ce qui est totalement
sans logique, étant donné que, logiquement, l'arbre a été planté bien plus bas, vu que l'eau, il y a 800 ans, était à 200 mètres, donc déjà, il y a 200 mètres, et potentiellement avant, était bien plus bas. Alors, Shamrock qui dit, ce pirate est mon frère jumeau, nous avons été séparés il y a bien longtemps. Il est revenu une fois sur la Terre Sainte, mais je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Et Loki qui dit, il est revenu. Ah, votre lien me met encore plus en rogne. C'est drôle de voir que les deux frères en ont un prémon. N'oubliez pas, bande d'enfoirés, quand je serai libre, vous savez ce qui va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi. Tu me menaces? Et du coup, c'est Shamrock qui dit ça. Et Gunko qui dit capitaine, un type comme lui. Et après, il répond oui, inutile de m'occuper de lui directement. Pas vrai? Cerberus. Wesh, c'est bel et bien marqué Cerberus. Ça m'éclate parce que ça a beaucoup plus de flow. Et j'espère que le nom va être gardé dans la version officielle. Mais les gars, je savais que ça allait être Cerberus et pas Cerber. Parce que on l'a vu, les leakers avaient dit Cerber. Mais potentiellement, c'était Cerber, peut-être la traduction de Cerber. Mais légendaire s'ils gardent Cerberus. C'est beaucoup plus stylé, je trouve. Donc, on voit trois têtes de chien qui sortent du sabre. On voit Loki qui est assez surpris de ce qu'il est en train de voir. On voit ensuite que le Cerbère ressemble effectivement au Cerbère qu'on avait vu à Thriller Bark. C'est vrai que là, la ressemblance est quand même frappante. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a les trois têtes. On a aussi le fait qu'il ait une écharpe autour du cou, écharpe noire, donc écharpe démoniaque, et aussi écharpe qui lie un petit peu le Cerbère au côté éveil, etc. Donc potentiellement que le Cerbère est bel et bien en mode éveil. Et du coup, Loki est choqué et dit c'est quoi ce bordel? Et il voit du coup le Cerbère sortir une lame de sa bouche. Et Shamrock répond c'est mon sabre. Il a vraiment trop de flow. Il a vraiment trop de flow. Et du coup, chaque Cerbère a un sabre dans la bouche. Et Loki dit waouh, c'est ignoble, c'est quoi ce truc? On dirait vraiment une phrase de Luffy. Ça aurait été Luffy, il aurait pu dire la même chose. Et en plus, il dit c'est ignoble comme dans Naruto où Orochimaru arrête pas de cracher des larmes et tout le monde dit c'est répugnant. C'est trop marrant. Et du coup, on a le collier du Cerbère qui tourne en rond. Et en plus de ça, Loki est choqué et Gunko dit capitaine, dissimulez votre présence en bouche. Scramble, les kanji signifient départ d'urgence. Donc ça ressemble étrangement au pouvoir de l'eau avec le Shamble. Là, c'est Scramble et du coup, ils vont faire le fameux départ d'urgence. Donc ça, c'est assez marrant. Et en plus, il y a le côté dissimuler votre présence. Encore une mécanique qu'on ne connaissait pas, les gars. Dissimuler sa présence, on connaît pas. On connaît le haki perception de pouvoir percevoir les autres, mais dissimuler sa présence, je sais pas si c'est lié au haki, je sais pas si c'est lié à autre chose, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que Oda a décidé de mettre en place à partir d'aujourd'hui, étant donné qu'on n'avait encore aucune mécanique dans ce genre-là, tu vois. On continue. On a donc le loup, le fameux Cerbère qui est bel et bien là, qui est bel et bien vénère. C'est vrai que le chapitre est de moins bonne qualité, par contre, on le voit mieux quand c'est en grand écran. Peut-être vous le voyez pas, mais moi, je le vois. On a donc les têtes de Cerbère qui se séparent du corps. C'est ouf. En fait, ouais, comme je l'ai dit, j'ai déjà expliqué tout ça, c'est bizarre d'avoir un pouvoir tel quel, tu vois. Peut-être que ça fait partie de son fruit, en fait, et que c'est un pouvoir type Logia, entre guillemets, et qui est capable de diviser son corps. Mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore, donc à voir, on verra bien plus tard ce qu'il en est. Et du coup, on voit Shamrock qui dit reviens, et son sabre revient, et du coup, il poursuit avec si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. Et effectivement, on voit l'espèce d'oiseau que Gunko a créé avec son pouvoir. Et ça ressemble pas du tout à un oiseau, je m'attendais vraiment à un oiseau, mais vraiment un planeur bizarre, mais du coup, on dirait plus une origami que... Ça me fait penser à Conan dans Naruto. Donc on a Loki qui se retrouve malheureusement seul avec les trois têtes de Cerbère. Donc ouais, je savais pas qu'on pouvait diviser son fruit, diviser son sabre. Soit c'est le pouvoir de son sabre, soit c'est le pouvoir du Cerbère. Mais vu les flammes et tout, c'est plus le pouvoir du Cerbère. Parce que ce serait une lame par exemple qui peut se découper en plusieurs parties. Le fait que cette lame puisse manger un fruit du démon expliquerait le fait que le fruit du démon puisse se disloquer, se diffuser. Sauf que là c'est pas le cas. Et Loki dit c'est une blague. Et du coup on voit les trois têtes de Cerbère qui vole et se dirige directement vers Loki. Du coup, c'est à peu près le même pouvoir que Buffalo de la Don Quixote Family, qui justement tourne son cou, tourne son collier pour justement attaquer et se diriger dans les airs. C'est assez marrant, mais c'est bel et bien la même mécanique. Et Loki répond et dit bon sang, ça craint si ce truc me poignarde, je suis foutu. Maudit dragon céleste, soyez tous maudits. Et Loki se fait bel et bien transpercer par les trois têtes de Cerbère et les trois lames directement dans la poitrine. Et du coup, on entend Loki qui crie au loin et Shamrock qui dit on ne pourra pas le maîtriser facilement, on va capturer les enfants des guerriers, appelle quelqu'un d'autre, bien, qui dois-je appeler? Donc voilà, la fameuse arrivée du nouveau chevalier divin qui va pas tarder à se faire tout simplement parce que je pense qu'ils vont essayer dans tous les cas de prendre Loki. On n'avait pas compris ça dans les spoils, mais je pense qu'en fait ils veulent capturer les enfants pour soit contrôler Elbaf, mais dans la phrase et dans la traduction qu'on a eue dans
le chapitre non officiel. Moi, je pense que c'est plutôt Loki qu'ils essayent de faire chanter pour pouvoir le contrôler. Donc peut-être que c'est lié au fruit du démon, peut-être que c'est lié à autre chose. On verra ça dans les prochains chapitres, mais gardez ça bien en tête. Château d'Aust. Je suis sûr de moi, c'était le roux. Luffy s'énerve et dit « Menteur, jamais le roux ne vous attaquerait sans raison. Pourtant, c'est la vérité. Le roux vient sur Elbaf de temps en temps. Mais Shanks intime bien. Peut-être que c'était un sosie. Qu'est-ce qu'il fichait dans le château? Le roux est venu sur Elbaf, non? Si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange. Si vous dites la vérité, c'est impossible que ce soit Shanks. Shanks est quelqu'un de cool. Il ne ferait jamais une chose pareille. Et j'avoue que Nami, c'est marrant. Elle rigole et dit « Tu lui fais vraiment confiance, hein ?» Et le fils s'énerve contre Nami et dit « Évidemment, si quelqu'un disait un truc du genre sur Melmer, ça t'énerverait aussi, non? C'est belle-mère. » En tout cas, il lui est ressemblé comme deux gouttes d'eau. C'était peut-être son frère. Shanks a peut-être un frère, mais il ne m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il a été élevé sur un bateau pirate. Sa famille, c'est Roger et Rayleigh, et le reste de l'équipage de Roger, bien sûr, sauf Baggy. Et pourtant, si, je pense que Baggy, ça doit être son pote le plus proche, mais la vie les a séparés. Et un jour, je pense que la vie va les réunir pour accomplir le destin, on va dire, d'aller sur Raftel par leurs propres moyens. Et du coup, on voit l'homme au cassa en fond qui arrive petit à petit au château de Holst. Très très fort cet homme au cassa, parce que s'il est venu, c'est potentiellement qu'il a senti peut-être l'aura meurtrière de Shamrock. Il a décidé de venir voir ce qui se passait sur son île. Est-ce que c'est Shiki ou est-ce que c'est Gaban? On peut supposer que c'est les deux, mais c'est vrai que là, Shiki, de plus en plus, on a du mal à croire que c'est lui. Je sais pas si ici on voit c'est son nez et qu'il est de profil, ou si c'est tout simplement une mèche de cheveux, mais ce qui est sûr, c'est que la cape est exactement la même que celle du chapitre 631, donc effectivement, je pense vraiment que cet homme est bien l'homme qui parlait à Crocus. J'en profite vite fait pour répondre à quelques commentaires qui me disaient que c'est impossible que Shiki et Crocus s'entendent, mais en fait, on n'en sait rien. Oda pourrait très facilement justifier ça. Shiki faisait partie de l'ère de Roger, et quand Roger est mort, Shiki a été vraiment blessé, parce que son but, c'était de devenir plus fort que Roger, et voir que la marine est devenue plus fort que lui, l'a rendu fou. Et dans l'épisode 0, c'est ça qui a été mis en valeur. Et le délire, c'est que Shiki, pour moi, ça doit pas forcément être une mauvaise personne, ça doit pas être quelqu'un qui déteste Roger. Pour moi, c'est plutôt l'ennemi qui a été vaincu et qui a un petit peu rejoint le côté de Roger, tu vois. Moi, je le vois plus comme ça. Et en plus de ça, pour moi, je me base pas sur les trucs du film, parce que voilà, pour moi, le film, ça n'a pas été écrit par Oda, donc c'est pas, pour moi, les éléments réels du manga. Mais pour moi, Shiki, la possibilité fait que, pour moi, il pourrait, par exemple, être ami avec Crocus, parce que Crocus l'a soigné d'une certaine maladie, parce que voilà, c'est des choses qui sont totalement possibles. Peut-être qu'il déteste que Roger et pas forcément l'équipage. On connaît bien Luffy et Law, par exemple, qui sont pour moi des amis, mais qui font pas partie du même équipage et qui sont même rivaux, entre guillemets, par rapport à leur génération. Donc en fait, le fait qu'il parle à Crocus ne veut pas dire que Shiki jamais il parlera à Crocus et tout. Non, on sait rien. Et c'est possible. En tout cas, Oda pourrait l'expliquer comme il veut. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas d'informations concrètes, on peut pas juger et dire c'est ça ou c'est pas ça. Moi, je vous donne juste les informations. Et personnellement, je pense que Shiki est encore dans la course, même si Gaban commence à gravir de plus en plus les échelons. Mais pour moi, je commence vraiment à croire, en plus d'après cette image, que c'est ni Gaban ni Shiki et que c'est quelqu'un auquel on s'attendait pas du tout. Je pense que ça commence à être de plus en plus réel. On verra, mais je préfère m'en tenir à ça pour l'instant. On continue. Page suivante. On voit donc Ripley qui est avec Franky. Du coup, on est du côté de Franky vers l'arbre d'Adam. Alors, tout ça, c'est l'arbre d'Adam. Rare, mon cul. Donc là, il doit parler du fait que le bois d'Adam, c'est rare. Et lui, quand tu vois ça, il se dit, bah putain, c'est pas si rare que ça au final. Ça ne doit pas coûter cher ici. Je vais peut-être lancer mon commerce alors. Ne me tente pas, Ripley. Saul m'a fait tout un speech en me disant, cet arbre est sacré. N'y touche pas, tu m'entends? Tu limites bien. Je suis mort. De toute façon, même si on le vole aux géants, il faudra tout transporter. Et ça coûterait une fortune. C'est quoi ce machin? C'est une fresque. Et du coup, évidemment, c'est le moment où on voit pas très bien la fresque, mais elle est bel et bien présente. Donc je pense que c'est ça qu'on voit là-bas au loin. Ce sont des dessins réalisés par les enfants des temps anciens qui ont été gravés dans l'écorce de cet arbre. Aujourd'hui, à cause de leur valeur historique, ces dessins appartiennent au patrimoine culturel d'Elbaf. C'est gribouillis. On pense que cette fresque a été réalisée il y a 900 et 800 ans. Donc si cette estimation est correcte, ça veut dire qu'elle vient du siècle oublié. Et du coup, il est choqué. Il dit, what? On doit montrer ça à Robin. Je lui en parlerai tout à l'heure. Mais c'est étrange que ça vienne d'Elbaf. Aucun d'entre eux n'a l'air d'être géant. Dans l'histoire d'Elbaf, nous avons déjà mené des guerres contre d'autres races, mais pour autant que je sache, nous ne sommes jamais alliés avec elle. Donc ça, c'est la personne avec les oreilles bizarres dont il parlait. Donc cette personne, pour moi, représente potentiellement les Miks, ou peut-être quelqu'un qu'on n'a pas encore découvert. Ici, on a le sosie d'Emmet et le sosie de Poséidon. Je dis sosie parce que la fresque, on ne sait pas si elle représente le siècle oublié, si elle représente les dessins qui comptent l'histoire de Nika qui daterait d'il y a plusieurs millénaires. On expliquera tout ça en fin de live. À mon avis, cette fresque,
fresque n'est que le rêve d'un enfant. Et du coup, école du Morse. Donc là, on retourne à l'école. On voit du coup les enfants s'amuser. Un peu de silence, nous sommes en classe. Du coup, les enfants rigolent. Et on voit Robin qui dit, c'est donc ça le aller. Donc Robin qui est à la bibliothèque du hibou. Et Saul qui dit exactement. La plupart des légendes d'Elbaf ont été écrites en se basant sur ces textes et leur interprétation ne mettent personne d'accord. Ce vieux livre est vraiment grand. Il y a plein de poussière. Beurre. Ça, c'est Chopper qui dit ça. J'avais oublié Chopper. Et du coup, Saul dit, c'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu du soleil. Toutes ces versions ont une personnalité différente. Et Robin demande si elle peut les lire. Et Saul dit bien sûr, l'histoire est divisée en 3 mondes et le 3e serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. La légende de Nika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Nika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant et en faisant Don Toto. Don Toto, wesh. Je suis mort. Et Robin dit, bon, je vais le lire. Le premier monde, le feu embrasait la terre, les hommes. Ok, donc il y a les 3 mondes légendaires. J'avais pas vu les gars. Oh là là, légendaire. En fait, il y a les 3 mondes. Oh, la fresque est magnifique. La fresque est magnifique, les gars. Oh là là, j'ai trop hâte. Non, là, c'est de sagerie. C'est de sagerie, parce que la fresque que j'avais, elle était pas aussi belle. Mais les informations étaient les mêmes. Oh là 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 là. Donc il y a les 3 mondes, les gars. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien le monde millénaire de Nika, le monde d'il y a 900 ans, 800-900 ans, et le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu des fables, comme Nostradamus si vous voulez, des phrases qu'il faut décrypter et chaque phrase va se réaliser ou c'est déjà réalisé. Donc c'est parti. Le premier monde, le feu embrasait la terre, les hommes succombant à leurs désirs, touchèrent le soleil interdit. Les esclaves prièrent et le dieu soleil apparut. Mais le dieu de la terre en colère enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du serpent aux flammes infernales. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Donc c'est légendaire, il y a trop de théories qui fusent dans ma tête. Deuxième monde, dans le néant naquit un souffle. Le dieu de la forêt envoya ses démons, mais le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Le peuple de la demi-lune vit un rêve, le peuple de la lune vit un rêve, les hommes tuèrent le soleil, devinrent des dieux. Alors le dieu des mers entra en fureur, jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Le troisième monde, dans le chaos il y aura le vide, les ombres indésirables se remémoreront du jour promis. La voix de la lune brisée résonnera, le dieu soleil s'agitera et rira en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera, ils se croiseront sûrement de nouveau. Ouah, mais c'est fou les gars, attendez, mais wesh, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc déjà on parle du dieu de la terre, on parle du dieu soleil, on parle du dieu des mers. Oh là là, ma théorie, je crois qu'elle a marché. Je crois que je vais péter mon crâne. Parce qu'en fait, le dieu des mers pourrait être Poséidon dans le sens où, donc les fameux dieux de la forêt, les fameux dieux de la terre qu'on parlait, sont potentiellement bel et bien les armes antiques. En tout cas, tout va dans ce sens. Oh là 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 là, si c'est vrai. Je crois que j'ai fait une masterclass en termes de théorie. Oh là là, je vous la mettrai en haut à droite, mais là, je suis abasourdi, les gars. Donc là, on va passer à l'analyse de la fresque du chapitre 1138. Je vais vraiment me focaliser là-dessus parce que tous les événements précédents la fresque ont été traités dans les 2 dernières vidéos. Donc voilà, pour la team YouTube qui regarde, n'hésitez pas à les regarder directement parce que là, ça va vraiment être la fresque et je pense que c'est ce que tout le monde veut. Déjà, on va passer à l'analyse. On va décortiquer un petit peu tout ce qu'on voit et vous me direz si vous validez ou non tout ce que je dis. Donc voilà, n'hésitez pas dans le chat, n'hésitez pas dans les commentaires à me détailler tout ça. Donc premièrement, il faut décomposer déjà vraiment l'image et le texte en 2 parties complètement distinctes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le texte, c'est aller. Et aller, c'est des textes religieux qui ont été transmis depuis, entre guillemets, plusieurs millénaires parce que ça raconte les 3 mondes. Donc c'est pas du tout pareil que le dessin qui a été dessiné il y a 900 ans. Certains y voient le futur, certains y voient le passé. Moi j'y vois le futur mais dans le sens où je me dis que ce qui se passe dans la fresque, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. En gros, l'histoire se répète et va se répéter encore. C'est dans ce sens-là où j'y vois le futur. Mais pour moi, ce qu'on y voit réellement, c'est le passé. Et potentiellement que ce soit le passé primordial, c'est-à-dire vraiment il y a plusieurs millénaires à l'époque de Nika. Pourquoi? Parce que Nika, il a un chara design qui ressemble étroitement au Nika qu'on a vu dans les chapitres précédents et non au Joey Boy qu'on a vu dans les chapitres d'Egghead. Et ça, pour moi, c'est 2 distinctions qui me font dire que potentiellement, ça s'est passé bien avant le siècle oublié. On verra, mais pour moi, je pense sincèrement que c'est quelque chose à prendre en compte, même si on est vraiment sûr de rien dans ce chapitre. Donc, il y a bel et bien 3 mondes. Donc, le monde du passé, le monde d'il y a 900 ans et le 3e monde qui se passe ou qui se passera dans le futur. Du coup, il faut bien comprendre que les temporalités sont très importantes et là, ce qu'on voit sur la fresque, c'est des dessins d'enfants. C'est une alliance suprême entre plusieurs entités pour justement lutter contre le mal, entre guillemets, les voleurs du soleil. Je pense qu'il faut le dire comme ça parce que c'est la raison pour moi qui montre un petit peu, entre guillemets, ce qui s'est passé.
Donc cette fresque, pour moi, relate le passé, mais nous donne des informations sur ce qui va se passer dans le futur. Pourquoi c'est le passé? Parce que déjà, on voit l'arbre d'Elbaf qui est pour moi jeune. Il n'est pas du tout aussi garni et aussi fourni que l'arbre d'Elbaf d'aujourd'hui. On y voit aussi tout simplement tout ce qui a été raconté dans le premier monde et dans le deuxième monde. Et on y voit aussi des choses qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps, tu vois. Comme par exemple les Oz, qui sont des guerriers légendaires de l'époque. On y voit aussi Poséidon, et on sait que Poséidon n'a pas encore combattu, mais pourrait combattre, mais peut-être moins que ce qu'on pense réellement, tu vois. Je pense qu'elle pourrait plus envoyer des monstres que combattre avec un trident, etc. Même si on est à l'abri de rien du tout. Donc voilà. Ensuite, il faut aussi comprendre que Ripley a bel et bien dit que c'était des dessins d'enfants, et quand on zoome sur certaines parties, c'est pour moi bel et bien des dessins d'enfants, et on y voit potentiellement tout simplement tous les peuples qui se sont unis pendant une guerre qu'on ne connaît pour l'instant pas du tout. On a bel et bien les Lunaria, on a même le bateau d'Alabasta, Emmet, on a une baleine volante qui a l'air de venir du ciel avec une pluie, on a des Minks, on a aussi la princesse sirène, donc Poséidon, on a aussi des géants, on a aussi les bêtes mythiques, les titans dont je vous parle depuis très très longtemps. Donc on a vraiment toutes les personnes. Et dans l'autre partie de la fresque, on a Im-sama, le Noah, potentiellement l'arche Maxime ou quelque chose qui ressemble à l'arche Maxime. On a aussi un monde chimique entre guillemets qui extrait tout simplement des minerais de la terre pour pouvoir les utiliser. Donc il y a une mécanique où certaines personnes sont là pour le profit, et peut-être que Oda fait aussi un parallèle avec notre monde. Donc tout ça est présent, et on a les fameuses bêtes mythiques, donc le voleur du soleil et le serpent cracheur de feu, qui sont pour moi des personnes qui pourraient tout simplement être Gog et Magog, les destructeurs de monde et l'avènement de la fin du monde. Donc ça, c'est des petits détails, mais ça reste beaucoup trop flou pour l'instant, donc prenons réellement des pincettes. Donc ça fait partie des choses que je voulais vous dire. Ok, donc maintenant on va passer au texte. Le texte, il y a 3 choses. Dans le premier monde, on voit le feu qui embrasait la terre, les hommes succombèrent à leurs désirs, touchèrent le soleil interdit. Donc ça, c'est assez marrant parce qu'on ne sait pas ce qu'est le soleil interdit. Là, quand on le voit comme ça, on dirait, je sais pas, un noyau terrestre, en tout cas on dirait une fusion nucléaire, ce qui pour moi serait entre guillemets une source d'énergie infinie. C'est potentiellement la raison pour laquelle ils viennent. Et les fameuses étoiles qui sont ponctionnées en dessous seraient des mini-soleils, tu vois. Et du coup, pour moi, la fresque relate tout simplement l'effet du passé, mais l'effet d'il y a plusieurs millénaires. Pour moi, c'est pas le siècle oublié, et ça, là, cette phrase confirme ce que je viens de dire, parce qu'on y voit le soleil dans la main d'un monstre. Ensuite, les esclaves prièrent et le dieu soleil apparut. Mais le dieu de la terre en colère enveloppa le monde de mort et d'obscurité aux côtés du serpent aux flammes infernales. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, les voleurs du soleil, on sait pas encore c'est qui, mais potentiellement ça peut être des alliés comme des ennemis. Là c'est marqué les hommes, donc potentiellement si c'était quelque chose de cupide, ça voudrait dire que c'est les ennemis. Si c'était quelque chose pour protéger ou peut-être prendre une force trop puissante à des démons, potentiellement que c'était pas des ennemis. Et du coup on voit que le dieu de la terre s'est allié au soleil pour justement prendre les flammes infernales. Donc quand tu prends ça en compte, tu te dis du coup peut-être que le dieu de la terre et le serpent qu'on voit étant comme quelqu'un de méchant, pourrait potentiellement être quelqu'un de totalement gentil, parce que la finalité veut qu'ils se défendaient juste de quelque chose qu'on leur a volé. Donc en fait les monstres qu'on voit pourraient être potentiellement des gentils, mais ça reste encore à prouver. Si c'est des méchants, le dieu de la terre est bel et bien un méchant, le serpent est bel et bien méchant, et le dragon qui a l'air de se battre avec le serpent, soit c'est lui le dieu de la terre, ou soit tout simplement c'est quelqu'un qui se bat contre lui. Donc voilà, en tout cas sur la fresque on n'arrive pas réellement à saisir qui est le dieu de la terre. Par contre, vu que l'autre vole le soleil d'un côté, pour moi ça peut pas être de ce côté là. En tout cas ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a le soleil dans les mains, c'est pour moi l'ennemi du serpent. En tout cas d'après le texte. Après évidemment il faut attendre la traduction, mais d'après le texte il faut comprendre que la personne qui vole le soleil, c'est l'ennemi du serpent. Donc quand tu vois ça, tu te dis en fait la fresque, on n'y comprend plus rien, tu vois. Et ça c'est assez logique parce que Oda veut un petit peu nous mener en bateau. Donc attendons quand même révélation du chapitre officiel, parce que pour l'instant on est un peu entre les deux, tu vois. Passons au deuxième monde, même si le premier monde soulève beaucoup plus de questions qui ne donnent d'informations. Deuxième monde, dans le néant naquit un souffle, le dieu de la forêt envoya ses démons, mais le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre. Donc ça c'est assez intéressant, parce que c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que j'ai l'impression que potentiellement dans une des 3 histoires, Nika n'était pas du côté du bien, et potentiellement que c'est lui qui a fait les mauvais choix et qui était le méchant de l'histoire dans un certain cycle, parce qu'on a vu tout simplement Vegapunk dire que il faudrait que la personne qui trouve le One Piece soit la bonne personne, parce que si c'est la mauvaise personne, potentiellement que le monde courrait à sa perte. Donc c'est pour ça que il faut que ce soit Luffy, parce que c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui veut apporter la paix et libérer le monde, mais quelqu'un d'autre pourrait trouver ce fameux trésor,
et deviendrait Nika, mais pas le Nika qu'on attend, nous, en tant que lecteurs. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que Oda pourrait nous mettre facilement dans l'embarras à cause de ça, tu vois. Donc on continue. Donc le dieu de la forêt, lui, il envoya ses démons. Donc les démons, est-ce que c'est un lien avec Im-sama avec sa chambre fleurie qui adore les papillons? Est-ce que ce serait pas elle, le dieu de la forêt? C'est quelque chose de totalement possible, mais pour l'instant, il faut patienter parce qu'on est sûr de rien. Le peuple de la demi-lune vit un rêve et le peuple de la lune vit un rêve. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Donc ça, pour moi, c'est clairement l'ascension des têtes de Lobito qui ont tué Joy Boy, l'alliance des 20 rois fondateurs qui ont tué Joy Boy et qui ont fait de Im-sama le maître absolu. Et c'est ce qui, pour moi, a permis aux têtes de Lobito de devenir des dieux. Et potentiellement que Im-sama est réellement un dieu comme on le voit dans la fresque qui est beaucoup plus imposant et beaucoup plus légendaire qu'on pourrait le croire au premier abord. Donc ça, pour moi, c'est une des seules choses qu'on peut avérer comme étant une certitude. Le reste, c'est que des spéculations, à mon sens. Ensuite, il y a le peuple de la lune et le peuple de la demi-lune. Le peuple de la lune, on l'a vu, c'est potentiellement les Bilkans, les Shandia, Lunaria potentiellement, et les peuples de la demi-lune pourraient être des personnes qui vivent soit sur un satellite beaucoup plus petit, soit sur Redline à l'époque des Lunaria. On sait que les Lunaria sont originaires de l'espace, mais potentiellement qui pourraient être divisés en deux groupes, le peuple qui vit sur la Terre et le peuple qui vit tout simplement sur la Lune. Mais vous inquiétez pas, je reviendrai avec des informations par rapport à tout ça parce que je pense que tant qu'on n'a pas la version officielle, ça va être compliqué déjà d'être sûr du sens de la phrase et en même temps, ça va être compliqué de trouver immédiatement tous les détails par rapport à tout ça. Mais dans tous les cas, c'est une masterclass. On continue. Alors, le dieu des mers entra en fureur, jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Donc ça, c'est assez cohérent. Le dieu de la mer, le Poséidon de l'époque, avait un lien étroit avec Joy Boy. Il y avait la lettre d'excuse de Joy Boy, etc., etc. Mais ce qui est réel, c'est que du coup, on a bel et bien les hommes qui tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Donc potentiellement, que les Têtes de Lobito sont bel et bien les hommes en question qui sont devenus des dieux. On a le dieu de la mer qui est entré en fureur. Donc le dieu de la mer a l'air d'être, d'après ce qu'on voit, contre le dieu de la forêt, même si c'est pas avéré, parce que le dieu de la forêt, il a juste envoyé ses démons, mais le soleil ne fit qu'étendre les flammes de la guerre, tu vois. Pourquoi il y a une phrase en contradiction avec les deux, et au final, le dieu de la forêt n'a pas agi, parce que là, c'est pas le dieu de la terre ou le dieu d'autre chose qui a tué le dieu soleil, c'est bel et bien les hommes, tu vois. Donc le dieu de la forêt, potentiellement, pourrait être Im-sama, et les hommes qui tuèrent le soleil, sont pour moi clairement les Têtes de Lobito. Et du coup, jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Donc on parle bel et bien du dieu des mers et du dieu du soleil. Et ensuite, on a le troisième monde, le présent, où justement, dans le cas où il y aura le vide, les ombres indésirables se remémoreront du jour promis. Donc les ombres indésirables, donc potentiellement les Gorosei. Donc voilà le côté démoniaque, le côté démon tout simplement, avec Im-sama qui pourrait se remémorer du jour promis, tu vois, l'avènement de Nika pour pouvoir conquérir définitivement le monde. Je sais pas en fait ce qu'ils cherchent, potentiellement le fameux soleil qu'ils cherchaient aussi, à voir, et potentiellement qu'ils auraient besoin des armes antiques. Peut-être que le One Piece est lié à tout ça. C'est peut-être la raison pour laquelle Im-sama attend patiemment depuis tout ce temps l'avènement des armes antiques, l'avènement de Nika, l'avènement des dieux. Donc à voir. Par contre, dans le chaos, il y aura le vide. Qu'est-ce que le vide? Le vide, ça n'existe pas. Pour moi, le vide pourrait représenter Barbe Noire, ou peut-être les ombres indésirables pourraient représenter Barbe Noire. Ensuite, on a la voix de la lune brisée résonnera. Qu'est-ce que la voix de la lune brisée? La lune brisée, peut-être que c'est tout simplement les Lunaria, peut-être les peuples lunaires qui, depuis tout ce temps, attendent de pouvoir vivre normalement, hein, je sais pas, parce que voilà, ils sont tout simplement en PLS, les pauvres, voilà, ils ont perdu quasiment tous leurs ancêtres. Donc potentiellement que la lune brisée pourrait être les Lunaria, peut-être seulement Ener, mais ce serait bizarre que Ener soit cité dans des fresques, alors que Ener, pour moi, c'est pas un personnage avec un grand destin, même si le fait qu'il se prenne pour un dieu pourrait expliquer beaucoup de choses. Ensuite, pour terminer, le dieu soleil s'agitera et rira en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera, ils se croiseront sûrement à nouveau. Donc voilà, je pense que c'est les dieux en question. Je pense qu'il parle du dieu de la terre et le serpent aux flammes infernales, et en même temps du dieu des mers et du dieu du soleil. Donc quasiment tous les dieux pourraient se réunir, à part le dieu de la forêt qui a l'air d'être quand même un dieu plutôt ennemi des autres. Même si en vrai, on sait pas trop pour l'instant, les fresques sont bizarres. Peut-être que Joy Boy était bel et bien méchant à l'époque du siècle oublié, et enfin méchant, potentiellement pas méchant, mais c'était un pirate, donc potentiellement qu'il agissait pas pour les bonnes raisons, tu vois. Et peut-être que Joy Boy, la volonté de Joy Boy serait peut-être la volonté de Barbe Noire et de devenir le roi du monde, tu vois, étendre les flammes de la guerre. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, pourrait coller. On sait que Joy Boy avait un lien avec Elbaf, parce que Emmett, c'était le pote à Joy Boy, il était habillé comme
comme un guerrier d'Elbaf, donc potentiellement qui pourrait tout simplement aimer la guerre, tel un Kaido, pas tel un monstre, mais tel quelqu'un qui aime se battre, tu vois. Et peut-être que c'est lui qui a transformé Elbaf en pays de la guerre, et peut-être que depuis ce jour-là, Elbaf n'a plus jamais cessé d'être en guerre, tu vois. En tout cas, c'est ce que je crois. Et aussi, le soleil est mort ici, c'est ce que Loki a dit de l'Underworld de Elbaf. Potentiellement que c'est là aussi que s'est passée la Grande Guerre, c'est même pas potentiellement, c'est quasiment sûr. Là, il y a encore une confirmation par rapport à ça, et puis c'est sur Elbaf qu'on apprend toutes ces informations. Donc, je crois sincèrement que tout ça pourrait être lié. Donc voilà, en tout cas, pour l'analyse, je vous ai donné toutes les informations. Évidemment, pour décrypter tout ça, ça va être monstre, les gars. On va passer des jours et des jours à l'étudier, vous inquiétez pas. J'attends vraiment le texte officiel pour vraiment avoir toutes les informations en bonne et due forme. Mais par contre, moi, les seules choses que j'aimerais noter, c'est qu'on a vu un dragon qui combattait le serpent, donc le dragon pourrait être, entre guillemets, méchant. On a vu un voleur du soleil, et ce voleur du soleil pourrait être l'ennemi du serpent, parce que l'ennemi du serpent est censé être la personne qui est en colère que quelqu'un lui vole le soleil. Donc bref, tout ça, ça montre un petit peu que la fresque au premier abord pourrait montrer 3 monstres qu'il faut combattre, mais je pense plutôt que parmi ces monstres existent bel et bien des personnes tout simplement alliées, des personnes qui pourraient tout simplement être représentées comme des dieux. Donc à voir, pour l'instant on n'a pas plus d'informations, mais je pense que c'est quelque chose de cohérent, et de toute façon je vous ferai une théorie de fou. Je vous mets quand même la théorie des armes antiques, et aussi juste là-haut les gars, ma théorie de Luffy dans l'espace, parce que il y a énormément d'informations qui pour moi collent, ça montre beaucoup de choses. Effectivement, il y a des zones d'ombre, mais je pense que Oda nous feinte exprès, comme je vous le disais par rapport au fait que potentiellement Joy Boy dans une de ces 3 histoires pourrait être pas le Joy Boy que Roger attendait, que les gens de l'époque attendaient pour libérer le monde, mais potentiellement que ça pourrait être quelqu'un qui veut asservir le monde, tel Barbe Noire, tu vois. Barbe Noire est un G, Luffy est un G, les deux sont prétendants au titre de libérateur du monde ou quelqu'un qui va asservir le monde. Donc est-ce que Joy Boy c'est ce qu'il voulait? Il s'est quand même combattu contre les 20 rois fondateurs, à voir. En tout cas on sait que la finalité du côté des 20 rois fondateurs était mauvaise, mais peut-être que leurs objectifs étaient nobles, dans le sens où le trône vacant, quand tu vois et tu décortiques un petit peu comment il marche, c'était quand même quelque chose de hyper bien fait. Un trône où personne n'a le droit de s'asseoir, tout le monde doit prêter allégeance pour que on prenne des décisions ensemble et que personne puisse avoir le contrôle total du monde. Et ça c'était assez intéressant, et ça montre que potentiellement les 20 rois fondateurs pourraient être le bien, Joy Boy le mal, Im-sama le mal, et qui aurait potentiellement pris le contrôle de Barijois, du trône vacant et de tout ce qui s'ensuit. Donc à voir, mais c'est quelque chose qu'il faut bel et bien garder en tête. Peut-être que Im-sama c'est Joy Boy. Ce serait fou. Mais à voir. Après, Joy Boy, le mal, c'est dur à croire étant donné qu'il y a Shirahoshi. C'est le seul négatif. C'est le fait que Poséidon de l'époque, c'est quelqu'un qui aimait profondément Joy Boy. Donc, c'est le seul point où je me dis que Joy Boy faire le mal, peut-être faire le mal sans le vouloir. Parce qu'il y a le mal incarné comme les démons, etc. Mais il y a aussi le mal sans le vouloir. C'est-à-dire qu'il prenait des décisions qui ont des grosses répercussions. Mais au final, c'était pas les choses qu'il voulait, tu vois, tout simplement. Donc voilà. Grosse théorie, grosse vidéo. Je voulais absolument vous parler de tout ça. Évidemment, on va redécortiquer tout ça dans les prochaines vidéos. Il y aura sûrement des vidéos dédiées, potentiellement une vidéo théorie complète sur tout ce qu'on voit là. Mais avant, il me faut le texte officiel. Il me faut aussi du temps pour tout simplement récolter les informations réelles. Qu'est-ce que tout ça pourrait représenter? En tout cas, ce qui est sûr, ce que je pense, c'est que cette fresque date d'il y a plusieurs millénaires et ont été dessinées par des enfants du siècle oublié parce que c'était quelque chose qu'on racontait comme des fables après les millénaires qui se sont passés. Je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, est cohérent. Après, le reste, je peux que patienter, tout comme vous, parce qu'on n'aura pas plus d'informations. Peut-être la semaine prochaine, on sait pas, mais je pense que Oda va nous laisser sur ça. Le connaissant, il fait tout le temps ça. La semaine prochaine sera plus la révélation de l'homme au Casa. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, follow pour la team YouTube. Ça récompense énormément le travail fourni, étant donné que ça fait 3 jours que je passe nuit et jour sur les montages pour vous proposer du contenu de qualité. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et sinon, vous avez aussi le Discord pour venir discuter avec nous, partager vos théories. C'est là-bas où je mets les liens de tous les épisodes, tous les scans, tous les autres mangas, etc. N'hésitez pas à les checker. Je mets aussi plein d'informations sur One Piece, encyclopédie des fruits du démon, mini-aventure, plein de trucs les gars. Et sinon, vous avez le Twitter pour avoir les informations vraiment de première fraîcheur, vraiment le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à aller parce que voilà, c'est là où je mets tout simplement info sur l'actu, info One Piece, gaming potentiellement. Donc voilà les gars. N'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, c'est grave kiffant de partager ce moment incroyable avec vous. Et je vais vous laisser sur cette belle phrase parce que c'est légendaire. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se revoit très vite. Prenez soin de vous. Ciao.